Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. Je voudrais avant tout remercier Charles Chamas pour la semaine dernière avoir présenté cette émission avec beaucoup de flegme, puisque on était dans une période avec la disparition de la reine. Voilà, je voudrais aussi, avant de passer la parole à tout le monde, présenter nos condoléances à la famille de Lucien Veilleur, conseiller général, conseiller régional, maire de Rivière-Pilote, mais j'ai envie de dire combattant de la première heure aux côtés d'Alfred Marie-Jeanne du MIM. Et aussi saluer la mémoire de Charles Ampigny, le grand frère à Marilyn Ampigny, que vous avez peut-être connu, qui tenait le journal France Antille à Paris. En plus, elle a recommencé ici, elle a travaillé à la mairie du Diamant. Donc, présenter aussi nos condoléances à Marilyn Ampigny pour le décès de Charles Ampigny. Et je voulais vous présenter aussi le nouvel écrivain que nous avons avec nous autour de la table. Il s'appelle Philippe Saint-Cyr. Bonjour. Donc, je ne vais plus dire maître, je dirais co-écrivain. Co-écrivain. Voilà, on voit ça à l'antenne. Réflexion libre sur l'octroi de mer. Alors, j'ai eu des réflexions déjà, puisque ça a été présenté la semaine dernière, et je crois que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, tu peux nous en dire deux mots? Ça t'a pris beaucoup de temps? Est-ce que tu arrives à sortir? Est-ce que tout le monde t'arrête? Non. C'est un petit ouvrage que l'on a écrit avec Bruno Marques. Lui, il a pris l'aspect économique. Et moi, j'ai pris, même pas la nature juridique, la nature vraie de l'octroi de mer, c'est-à-dire son histoire. Parce que vous entendez, n'est-ce pas, des légendes qui circulent, comme quoi c'est Colbert, n'est-ce pas, qui encore, il a de l'argent, c'est Colbert qui a écrit cette taxe coloniale, qui l'a instituée. C'est pas vrai du tout, c'est l'octroi municipal qui existait depuis très longtemps en France que nous avons établi ici, et c'est notre création, c'est nous qui l'avons adapté à notre réalité. Donc on a fait ce travail-là à cette occasion, et on continue le travail, on met à jour les réflexions, surtout dans le cadre du Congrès, et on fait remonter pas mal de choses et pas mal de propositions. Mais cet ouvrage, vous pouvez le trouver à Librinova. Vous allez sur Internet, Librinova, et vous l'aurez uniquement sous la forme numérique. Okay. Et bon, si vous êtes intéressé par l'ouvrage en papier, vous pouvez... par l'intermédiaire de Zouk, n'est-ce pas, avec me le faire plaisir. Savoir, et nous commanderons, Bruno et moi, les documents. Ça sera avec plaisir, maître, à plusieurs titres d'ailleurs. Alors, comment ça va, le Parisien? Eh bien oui, bon, alors, effectivement, pourquoi les gens comprennent, hein, je parle de Michel Bouanchy, le rédacteur en chef de Justice, hein, j'ai dit le Parisien. Oui, effectivement, j'ai été à Paris, enfin, la région parisienne, représenter le journal Justice à la Fête de l'Humanité, et au Village du Monde, depuis plusieurs années, lors de la Fête de l'Humanité, il y a les journaux des pays, notamment sous domination française, encore sous tutelle française. Il y a la Guadeloupe, représentée par le Parti communiste guadeloupéen, la Réunion, ces 2 dernières années qui n'a pas été à cause du Covid, le Parti communiste réunionnais, dont le secrétaire général, je dois le dire, Maurice Gironcel, nous a informé qu'il y a un processus également à la Réunion qui n'ose pas appeler évolution institutionnelle, parce que la question est beaucoup plus sensible à la Réunion qu'ici, et puis d'autre part, ils n'ont pas franchi le pas, n'ont pas conquis, comme nous, la capacité de pouvoir réunir au Congrès des élus, puisque la Réunion était exclue de l'article 72 de l'article 73. Bon, l'article 72.4, tu vas me dire si je ne me trompe pas. Et par conséquent, ils ont pris le biais, alors c'est là que tu vois quand même le génie des Réunionnais, ils ont pris le biais de la loi NOTRe qui crée ce qu'on appelle la conférence territoriale, qui est une réunion des élus, de toutes les collectivités. Donc chez eux, il y a 2 collectivités, etc. Et ils vont poser toute une série de problèmes. Ils ont fait une brochure, d'ailleurs, qu'ils m'ont remise. Ils vont poser un peu les problèmes que nous avons. Le problème
avec des indicateurs pires que chez nous. Hein. 44% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Notamment l'illettrisme aussi. L'illettrisme. Bon. Tu permets que je dise bonjour aux autres et puis on Voilà. continue. Alors, donc, pour conclure ce petit chapitre, donc, c'était une fête de l'humanité réussie parce qu'elle a été déplacée de la Courneuve dans les sols. Hein, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir Charles, merci d'être là avec ta belle veste. Je n'avais pas encore vu celle-là. Merci Mano, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas mise effectivement. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Et juste quelques mots pour dire que pour les panégyristes de la Reine d'Angleterre, il y a un petit ouvrage de Philippe Sens, avocat écrivain, qui va sortir bientôt, qui parle de la dernière colonie, exil forcé d'un peuple d'habitants qui habitaient les Chagos, qui était, une île où ils cultivaient ils cultivaient du copra, enfin de l'huile de coco, et puis ça donnait à la pêche. Et donc c'était les descendants d'esclaves. Et la Reine d'Angleterre, tellement appréciée de certains, eh bien, elle a obéi aux Américains en vidant cette île de ses habitants pour que ceux-ci y installent une base militaire de Diego Garcia. Et quand les habitants ont dit qu'ils ne voulaient pas partir, eh bien, les Britanniques ont essayé d'affamer ces habitants. Ils ont organisé la déportation de ces gens-là aux Seychelles et à l'île Maurice, et dans des conditions épouvantables. Donc, j'entends des propos amènes vis-à-vis de la Reine d'Angleterre, qui est une dame, etc. Bon, je ne juge pas sa personne elle-même, mais je juge l'action politique de l'Empire britannique, et ça se passe dans les années 70. Et elle était déjà Reine d'Angleterre. Et cet ouvrage va sortir, ou alors il est sorti, je ne sais pas, mais en tout cas, il est sorti, il était présenté. En tout cas, je vais le lire avec attention. Oui, ça, je vais le lire avec attention. C'est ce que je voulais dire, puisque j'ai entendu des personnes s'extasier sur son long règne et puis la grandeur de son âme. Bien. Merci beaucoup Charles. Bonsoir docteur François Lubin, Bertrand. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous, ça fait longtemps. Donc on te retrouve avec plaisir. Auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices donc, de Zouk TV, oui, c'est avec plaisir que je fais ma rentrée, on va dire. Oui, donc voilà, mais bon, je ne me suis pas vu parce qu'il y avait eu la trêve des vacances. Oui, c'est vrai. Il y a eu 2 mois de vacances. Ouais. Voilà, donc on reprend ses activités. Et pas de charge parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de boulot. Ouais. Donc le travail ne manque pas. Donc bien. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors tu parlais de la reine là, mais les Malouines, il n'y a pas une histoire avec les Malouines aussi Ah oui, il y a eu la guerre des Malouines. Et ça, c'est assez récent en plus. Dans les années 80. 80, me semble-t-il. Voilà. Les Malouines, qui sont des îles britanniques, qui sont tout proches des côtes argentines. Voilà. Et les Argentins ont voulu récupérer ces îles, et la reine d'Angleterre a envoyé sa troupe. Et ils ont fait une guerre qu'ils ont gagnée, puisqu'ils sont mieux armés que les Argentins. Et ils ont gardé les îles Malouines. Et notamment sous la mandature de Mme Thatcher. Margaret Thatcher, la dame de fer. La dame de fer, oui. Et moi, ce qui m'avait quand même étonné, c'était chaque semaine, le Premier ministre britannique va parler, faire rendre compte. Oui, c'est théorique, bien sûr. C'est théorique, tu dis? Oui. Oui. Alors, il me semble, je dis ça, mais il faut voir oui, alors, bon, c'est vrai que c'est un peu théorique, c'est formel, voilà. Je crois que le mot qui convient, donc de dire, enfin, de retenir, c'est que c'est purement formel. De toute façon, c'est un peu ce qui caractérise ce régime, beaucoup de formalisme, beaucoup de solennité, et on voit bien, effectivement... alors, je n'ai pas regardé particulièrement, mais j'ai lu ici ou là, effectivement, donc, pour les funérailles de la reine, effectivement, donc on a eu droit à beaucoup de formalisme. Donc, effectivement, à titre formel, mais c'est vrai après que ça dépend des personnes aussi, parce que c'est l'une des questions qui se pose pour Charles III. Voilà, effectivement, donc c'est Charles III, c'est ça? C'est Charles III. Charles III. Qui peut-être n'aura pas le même type de comportement que la reine, qui était bienveillante, et donc il semblerait que lui, il a toujours voulu s'immiscer quelque part dans les affaires gouvernementales. Donc on verra à l'usage, effectivement, comment les choses vont se passer.
Et ça remonte à Churchill, hein, je crois, cette histoire de réunion hebdomadaire. Tout à fait, oui. Oui, C'est quelque chose. Je voulais dire quelques mots là-dessus parce que moi j'étais scotché. J'ai passé des heures à regarder cette cérémonie. Il y a un tas de choses qui m'ont frappé. C'est d'une part l'organisation. Oui. Hein, c'est pas n'importe savent quel faire. peuple Ils qui savent peut faire. organiser de Ouais, pareilles ils savent manifestations. Hein. Bon. Et là, l'autre chose qui me frappe, c'est effectivement le peuple britannique, mais vraiment attaché. Enfin, il passe des heures et des heures pour saluer la reine. Bon. Deuxième observation. Troisième observation, je ne sais pas si le peuple était tellement attaché à la monarchie en tant que telle, Non, mais peut-être à la personne. la reine Elisabeth, À la personne. elle est très forte sur le plan politique. Et puis, je ne sais pas, il y a un message, à mon avis, international et planétaire. Plus de 4 milliards de personnes ont regardé cette cérémonie. Et on m'a dit plus de 4 milliards. Enfin, peu importe, ça fait quelques milliards. Donc, 4,5 milliards. Il y a un impact sur la population, sur certains peuples. Et puis, je ne sais pas, c'est pas un peu un conseil d'éthique. On invite certaines personnes et pas d'autres. On va inviter le Chinois, mais on ne va pas inviter le Russe, Tout à fait, oui. et, ni le Syrien. Enfin bon. Et moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas monarchiste, hein, mais j'aime les belles choses qui sont bien Non, il y organisées. a beaucoup de faces dans tout cela. Ah oui, mais c'est énorme. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'ai regardé. Et le bouc blanc qui précédait la parade, ça t'a pas interpellé? Bouc blanc qui allait être sacrifié, hein, en l'honneur de la reine. Ah, je ne savais pas ça. Ouais. Oui, Ah non, j'ai pas vu ça, moi. Si, Par si, contre, lors de... un bouc blanc. Oui, il marchait en tête avec un gars à côté de lui. Oui. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Ah, Maintenant, tu es sûr de ton information là? non, c'est pas une info, je l'ai vu de mes Ah, tu yeux. l'avais dit. Bon, enfin, en matière de télé, peut-être qu'il y a des fakes. Non, Des en fait, montages. peut-être, non, mais là, c'était... J'ai jamais vu ceci ça. dit, ce qui a été dit autour, ça m'a fait un petit peu rigoler. Les gens disaient, ben dis donc, qu'on nous traite d'arriérés parce qu'on pense au vaudou, on pense à certaines choses, et voilà que pour la reine, on va tuer un bouc. Moi, Il y a j'ai eu pas ce vu, genre de hein. truc autour. Voilà. Mais bon. j'ai interrompu Michel. Hein. Oui, vas-y, Michel. Non, je voulais faire une petite information quand même, une petite remarque un peu acide. Pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne a le taux d'inflation le plus élevé de toute l'Europe, plus de 10%. Il y a un effondrement du pouvoir d'achat et il y a des grèves dans certains secteurs, transport, les ports, etc. Après ces funérailles, et on vient d'élire une nouvelle Margaret Thatcher II, tout à fait. c'est-à-dire une femme extrêmement pire que Boris Johnson. Donc, et bien entendu, ils sont à la pointe des va-t-en-guerre dans la question de l'Ukraine. Mais pour une bonne part, les difficultés que ce pays rencontre aujourd'hui, le Royaume-Uni, sont dues au Brexit. Hein, Absolument. pour une bonne part. Il me commence à mesurer, et puis en plus, bon, il y a des choses qui sont dites aujourd'hui, qui se révèlent, et on se rend bien compte que les Anglais n'ont pas été suffisamment informés sur les dessous, notamment, enfin, de cette affaire, et notamment ceux qui ont milité pour la sortie donc, de l'Union européenne. Ouais. Et c'était Boris Johnson surtout qui... Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, il a lancé le truc là, mais il n'était pas vraiment pour la sortie. Non. Mais une fois qu'il était dedans, il ne pouvait pas... Tout à fait. Il pouvait pas faire mention. Exactement. Ouais. Il fait partie de ceux qui ont une position un peu ambivalente sur le Brexit. Ça lui a permis d'être Premier ministre. On va dire ça comme ça, Charles. Juste deux mots, trop tard hein, pour changer. Non, ils peuvent revenir. Ils peuvent Alors, ils peuvent revenir, mais j'imagine Mais ce sera compliqué. J'imagine Charles III difficilement revenant sur le choix de son peuple. Enfin bon, maintenant c'est toujours possible. Et puis je ne sais pas s'il a l'adhésion populaire telle que sa maman. Voilà, donc il s'est illustré par des épisodes et des aventures ou mésaventures qui le regardent. Et ça a laissé quelques traces sur son aura. Il y a un petit détail. N'est-ce pas, lorsqu'il devait signer, n'est-ce pas, le document, il a bien vu que son stylo ne marchait pas. Oui, j'ai lu ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Il était agacé. Oh, Pour un homme d'État, je ne sais pas si cela convient totalement. Bon, voilà, surtout que tu aimes les belles choses, Philippe.
Et oui, en parlant de franchement, belles choses, tu n'as oui. pas invité à nouveau de dames autour de... Tu as fait la deuxième fois. Tu sais qu'il y a des critiques qui te sont faites. Donc, je te dis ça en passant. Non, Moi, non, je mais- me dégage, moi. Hein. Bien sûr, bien Sans sûr. commentaire. Bien sûr. Alors, Valérie Vertal-Loriot était à Paris, en congrès, je crois, et Béatrice Bellet elle finissait trop tard. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu être Voilà. là. Mais t'inquiète pas, tu vas la revoir bientôt. Ce sont des critiques que je te répercute. Très bien, merci beaucoup. Alors, l'usage de nos plantes médicinales nous échappe-t-il vraiment? La vente d'atoumo, de brisé ou de groutin comme médicament est autorisée seulement en pharmacie. Est-ce à dire que je n'ai pas le droit d'aller voir M. Nosset, au prêcheur, et puis prendre mon J'ai atoumo? passé au moins des heures et des heures à essayer de comprendre, n'est-ce pas, cette règle de droit qui n'en est pas une. Bon. Ah non, c'est très complexe parce que c'est, si vous voulez, c'est le résultat d'un conflit entre les herboristes qui n'existent plus et les pharmaciens. Le diplôme d'herboristerie a été supprimé en 1941, d'accord ? Donc, ce sont les pharmaciens qui doivent délivrer les médicaments et les plantes médicinales. Bien, ok. Et ils ont un monopole, ils ont une liste de produits, il y en a 546 sous le monopole et il y a 148, je parle des plantes médicinales, hein, et il y en a 148 qui sont exclus du monopole, qui peuvent être vendus en dehors du monopole des pharmaciens. Ok. On peut les vendre à la condition de ne pas donner de conseils thérapeutiques. Voilà, c'est ça qui est... Voilà, Oui, tout à fait. car si l'on donne des conseils thérapeutiques, on entre soit dans l'exercice illégal de la pharmacie ou dans l'exercice illégal de la médecine. Donc il y a tout un débat là-dessus et je ne sais pas... Alors ça dépend, ces trois produits, je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans les produits qui sont frappés par le monopole ou est-ce qu'ils sont déjà exclus? Mais nous, Martiniquais, on peut aller couper nos herbes et prendre la... Par contre, il y a des émissions qui étaient organisées et qui étaient vraiment hors la loi. Alors, je vous prends un exemple. J'ai regardé un cas d'espèce assez marrant, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un herboriste. Non, parce qu'il n'y a pas d'herboriste, mais l'enseigne herboristerie est admise. Hein, c'est toute la subtilité du droit, bien sûr. Oui, tout à fait. Avec les bien coups de pression qui t'opposent. Et nous avons... charme, du reste. Oui, tout à fait. C'est le domaine du magicien. Et nous avons un herboriste, un monsieur qui tient une herboristerie, donc il vend des plantes. Et ce monsieur est docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie, donc il vend les plantes et il est susceptible de donner des conseils thérapeutiques. Le Conseil de l'ordre des pharmaciens l'a attaqué, et vous savez que le Conseil de l'ordre a eu raison, parce qu'on a trouvé l'argument juridique très simple. Il est effectivement docteur en pharmacie, mais il n'est pas inscrit à l'ordre des pharmaciens. Donc, il a été condamné et les sanctions sont assez importantes, hein, parce que c'est 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement à choisir. Quand même. Voilà les quelques éléments d'information. Alors, s'agissant de ces produits-là, je ne sais pas où ils se trouvent. Hein. Alors, Oui, Michel. bon, alors, pour simplifier les choses, tu as bien situé le problème sur le plan juridique. Alors, je te signale que, en ce qui concerne l'atoumo, n'est-ce pas, Brisé. et Ils sont trois. la brisée et le groutin, Oui. sur les trois produits, ils ne sont pas, ils ne sont pas sous le monopole de la pharmacie. Bien. Ils sont exclus du monopole. Exclus du monopole. Bon, ok. Alors, Bon, là, voilà. Bon. Alors j'ai cherché aussi, j'ai trouvé une déclaration quand même assez intéressante de M. Nossin qui est ethno, alors, qui est ethno-pharmacologue, ok, et qui explique, et de la même manière de quelqu'un du PAM, qui explique que une plante, et là on est dans un domaine dont on a un peu parlé il y a quelques mois, une plante, ce n'est pas parce qu'elle est naturelle, Tout à fait. qu'elle a de l'innocuité. Oui. Okay? Et ça a un lien avec tous les débats. Il y a
il peut y avoir des effets secondaires et des effets indésirables. Tout à fait, oui. Par conséquent, il ne suffit pas de dire prenez ça et c'est bon pour la toux. Ok? Il faut dire quelle quantité, sous quelle forme et combien de jours. Donc, ok? Sinon, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Tout à fait. Et lui, Innocent, qui est un grand défenseur de la pharmacopée créole, mais qui est en même temps pharmacien, il dit que le fait d'imposer ça à nos produits de la pharmacopée, c'est une manière de les valoriser. Voilà son point de vue. C'est positif, Charles. Mais à culpa alors, parce que moi j'ai l'information comme quoi ces plantes-là ne sont pas libérées du monopole pharmaceutique. Donc je me trompe sans doute. Je ne peux pas vous dire. Non, mais je me trompe sans doute. Je me trompe sans doute et je ne veux pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas spécialiste, je ne veux pas insister là-dessus. C'était l'information que j'avais, donc vraisemblablement je me trompe. Et maintenant, j'ai élargi un petit peu, hein, puisque vous avez dit l'essentiel, hein, et je ne suis pas spécialiste. J'ai élargi un petit peu. La suspicion est-elle légitime quand il s'agit de l'habitude qu'ont les métropolis, les métropoles vis-à-vis de leurs colonies? On se rappelle tous que le coton ne pouvait pas être transformé sur le territoire de la colonie et qu'il fallait exporter les balles et les bottes de coton en Angleterre pour être filé, tissé et être réexporté en tissu en Inde. Et c'est de là que Gandhi vient avec son roi et puis vient filer son coton, et c'est l'image symbolique de Gandhi qui va gagner les élections ainsi et permettre à l'Inde d'être indépendante. Et puis le deuxième cas, c'est le sucre, hein, notre cassonade, hein, qui était exporté brut et qui était raffiné en France parce qu'on avait une interdiction de raffinage, de raffinerie en Martinique, et le sucre raffiné était revenu aux Antilles parce que la spécificité de la colonie faisait qu'on l'empêchait de donner de la plus-value aux produits locaux. Et il me semble que c'est légitime de poser la question parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent nous avons des produits, nous avons des scientifiques, nous parcourons passer les autres, et s'il y a possibilité, pourquoi pas, de faire venir un laboratoire en Martinique pour travailler ces plantes en Martinique même, pourquoi pas? C'est là que les opinions s'achoppent. Hein. Et je me suis traité d'élu irresponsable parce que j'ai osé parler du fait qu'il se pouvait que ces plantes demeurent dans le monopole pharmaceutique. Il se pouvait, je ne suis pas un spécialiste, je le répète. Voilà dans quelle approche je me situais. Okay. Juste Michel a dit quelque chose d'intéressant qu'a dit cet ethno-pharmacien. C'est qu'on a introduit la pharmacopée locale dans la pharmacopée en général. C'était une façon positive, c'est nous valoriser, c'est-à-dire reconnaître la valeur de nos produits. Hein. Il y a eu une activité politique intense, que ce qu'il s'agit de la Martinique ou de la Guadeloupe, c'était cette volonté-là qui existait. C'est le point de départ, je tiens à le souligner. Bien. Oui. Et c'est même au niveau... dans cette affaire, c'est une réglementation européenne. Hein. Tout à fait. Bon, autrement dit, ça ne dépend pas seulement de la France. C'est une réglementation européenne et dont est chargé de surveiller le respect le service de la répression des fraudes, c'est-à-dire mon ancien service. Alors, sur cette question, je partage notamment ce qu'a dit Michel tout à l'heure, parce que c'est un état d'esprit assez général. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse de nos malheurs des atouts, des occasions de rebondir. Et c'est peut-être là l'occasion, effectivement, donc on travaille sur nos plantes, véritablement qu'on arrive à développer une activité économique autour de cela, plus que jamais. Donc, puisque, l'usage nous semble interdit, essayons donc de faire en sorte que ces plantes, on les travaille et que ça rentre dans la pharmacopée. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'aborde. Hein, ce n'est pas interdit. La vente n'est pas interdite. Non, la vente, oui, tout à fait, nous sommes d'accord. Il faut être précis. La vente, ce qui est interdit, c'est la vente avec les conseils thérapeutiques. Avec les conseils, voilà, tout à fait.
Alors, ce que tu dis là, j'ai trouvé un article dans France Antilles, pour le citer quand même, une cadre du PARM, le pôle agroalimentaire régional. Ben c'est exactement, elle est en train de constituer un dossier pour faire reconnaître ces plantes. Donc la directrice la directrice du PARM. D'accord. Donc, et je terminerai en disant, c'est la voie qu'a choisi deux pays qui ont des traditions anciennes d'herboristerie. La Cuba. Oui, Cuba, tout à fait, exactement, oui. Mais Cuba, bon, et d'ailleurs, ils sont arrivés à faire des choses extraordinaires, notamment à partir des plantes, notamment, il semblerait, concernant la maladie d'Alzheimer. Bon. Et puis la Chine. La Chine, où il y avait une grande tradition d'herboristerie en Chine, et le régime communiste a lié cette tradition en lien avec la science. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire le progrès. Et non pas simplement se crisper en disant c'est un bail qui est à nous, bon, d'accord. Et c'est un clin d'œil qui est fait à tous ces débats que nous avons eus il y a 2 ou 3 ans. Oui. Bon, tu comprends? Je vais citer un exemple. La pomme cannelle. La pomme cannelle, on la recommandait pour les reins. Et puis on s'est rendu compte, il y a des études qui ont été faites en Angleterre. Exactement. En Angleterre. C'est nocif. Et ça attaque les glomérules, les cellules du rein, dans un pays où nous avons un taux d'insuffisance rénaux qui est extrêmement élevé. Et il semblerait que nous, le genre masculin, soit particulièrement concerné par cela. Donc, je reviens à ce que je disais, ce n'est pas parce que l'argument de certains, je ne peux pas les nommer, de certains des partisans de ce qu'on appelle les médecines alternatives, c'est un produit naturel. Ah bon, parce que c'est un produit naturel. Mais un produit naturel qui a des effets, il a des effets positifs et des effets secondaires, et des effets négatifs. Bien sûr. Moi, la question que je me pose, c'est l'argent. Est-ce que ces produits-là, ça va rapporter de l'argent à la Martinique? Moi, c'est la question que je peux me poser. Tout à fait. Finalement, est-ce qu'on va prendre les produits, ça va entrer dans les gants au cuit encore, et puis c'est pas chez nous qu'on va récupérer un peu d'argent. Enfin, beaucoup d'argent même. Donc je ne sais pas pour ça ce que vous en pensez, mais... Bonne question. Je ne peux pas te répondre, parce que ce qu'a fait précisément en ce moment le PARM, c'est faire une étude précisément de ce type. Tu comprends? Parce que une fois qu'on a analysé la molécule, etc., il faut aller plus loin, pour en faire un projet économique. Aujourd'hui, dès qu'on a la grippe, prenez un doliprane. Doliprane, on trouve ces plantes-là chez nous. Bien sûr. Est-ce que c'est de nos plantes qu'on a fait le doliprane? J'en sais rien. Mais est-ce que lorsqu'ils ont créé ça, est-ce qu'il y a des retours financiers? Ou voilà, enfin bon, c'est une question que je me pose tout simplement. Mais le doliprane, tu sais très bien qu'à certaines doses, il est négatif pour le foie. Exactement. Oui. Bon, donc, alors, à la plante aussi, certainement. Premières assises du bien veiller en Martinique. Alors depuis longtemps, j'entends dire que la Martinique, c'est le pays où il y aura le département où il y aura le plus de personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez sur le bien veiller en Martinique? Écoute, je peux en parler parce que j'ai questionné Madame Audrey Talibardol, qui est conseillère exécutive dans les affaires sociales, en matière sociale, et elle a eu la gentillesse de faire un compte-rendu assez long, de me proposer une plaquette informative. Donc, quelques chiffres rapidement. Les seniors âgés de 60 ans et plus représentent 25% de la population. En 2030, ça sera 40%. Et donc, le vieillissement entraîne une évolution et des conditions de vie. La manière de consommer, les besoins diffèrent en fonction des tranches d'âge. Alors, il y a bien évidemment des personnes du 3e âge et du 4e âge qui sont actifs, qui sont bénévoles dans les associations culturelles, sociales, patrimoniales, qui sont des tuteurs, d'où la nécessité d'accompagner ces personnes. Et donc mardi, ça a été une première séance. Donc ils se sont intéressés à l'habitat dispersé, au déclin de la cohabitation intergénérationnelle, au risque croissant d'isolement du grand âge, à la volonté de désenclaver les personnes âgées. Il y a aussi un intérêt pour une génération de personnes
très âgés qui ont de très faibles revenus et avec l'impossibilité d'aménager leur domicile quand ils veulent vieillir à domicile. Donc, il y a aussi une question d'inégalité du territoire. Hein. Le nord de l'île est le territoire le plus vieillissant, mais est le moins doté en services concernant les personnes très isolées. Il y a eu aussi la volonté de renforcer la coordination des acteurs institutionnels, notamment les opérateurs de services autour de la politique du grand âge, une simplification du parcours administratif, et avec la volonté de créer un guichet unique, et donc repenser la complémentarité entre la solidarité publique et l'aide familiale, et donc quelques aménagements de territoire, notamment technologie avec les équipements, prise en compte du risque sismique, environnementaux, l'accompagnement à domicile, l'habitat inclusif, avec donc possibilité de le rendre beaucoup plus accessible, avec possibilité aussi qu'il soit accessible pour les aidants, mais aussi pour la famille, et mobilité, transport et tout. Et puis, mais encore dit, c'était l'espérance de vie. Donc, visiblement, les baby-boomers peuvent atteindre jusqu'à 90 ans, donc la population martiniquaise va considérablement vieillir. Et là, on a des difficultés de recrutement concernant les spécialistes dans les structures sociales et médico-sociales, parce que ces personnes ne sont pas suffisamment payées. Le temps de trajet que ces personnes prennent pour aller d'un lieu et aller rejoindre un autre lieu n'est pas pris en compte dans leurs émoluments, et donc ce sont des personnes qui démissionnent assez rapidement parce qu'elles travaillent énormément et ne sont pas payées en conséquence. Et donc la réalité, c'est de savoir comment promouvoir ces métiers, comment rendre attractifs par une politique de formation active et par une évolution de carrière avec une volonté d'améliorer la qualité du travail, comment rendre attractif ce secteur qui aujourd'hui pose des problèmes, enfin ne pose pas encore de gros problèmes, mais va poser des problèmes à la population martiniquaise incessamment. Voilà ce que j'ai pu avoir comme information. Mais lorsqu'on dit que la Martinique est le département où il y a le plus de personnes âgées, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a plein de jeunes qui partent et qui ne reviennent pas? C'est ça. Alors, ça c'est un élément. Bon, parce que j'y étais, je m'en dis notamment puisque j'étais intervenant dans une table ronde. Plus précisément, j'étais à l'animateur d'une table ronde, donc sur l'organisation institutionnelle, donc de la politique au profit du grand âge chez nous. C'est une question sur laquelle j'ai eu l'occasion donc d'écrire déjà. C'est une question problématique. Alors, pour répondre immédiatement à la question, il y a d'abord un problème parce qu'on est en train, à travers cette problématique, de redécouvrir une discipline qui est fondamentale, qui est la démographie. Exactement. Ouais. Qu'on n'avait pas intégrée dans les réflexions. Et on mesure de plus en plus. Parce que il y a une communication qui a été faite, donc j'oublie son nom. Clément Valentin Marx. Exactement, tout à fait. Et qui est l'un des meilleurs démographes français, qui est d'origine martiniquaise. Voilà, c'est un Martiniquais. Et qui est quelque part aussi qui m'est apparenté. Exactement, tout à fait. Et alors, qui nous a effectivement présenté quelques éléments d'ordre démographique. Et il y a un aspect qui doit nous inquiéter. Hein. Je l'avais déjà entendu précédemment parce que dans le cadre d'une visioconférence, c'était entre les chercheurs du LC2S, on avait fait, donc, suite à un ouvrage collectif qui est sorti à la fin de l'année, ils nous avaient déjà mis en avant un chiffre. C'est qu'au rythme où les choses vont, nous aurons une population, d'accord, d'ici 2030, la même population qu'en 1954. Soit 200 000 personnes. Et peut-être moins. D'accord ? Ce qui est d'abord à l'origine donc, de cette situation, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement naturel. La baisse de la natalité. La baisse de la natalité. Il nous faudrait atteindre le seuil de 2,2 pour assurer le renouvellement, alors que pour l'instant, nous sommes au stade de 1,8. 1,8 enfants par enfant. D'accord ? Donc, il y a un déficit. Après, ça ajoute, effectivement, ce qui nous caractérise avec la Guadeloupe, le fait que, effectivement, ceux qui sont en mesure de féconder, de féconder, s'en vont. Ça, c'est un paramètre qui s'ajoute, mais c'est d'abord le non-renouvellement naturel de la population. Il n'y en a pas.
Et c'est là où, effectivement, ça devient interpellant. Et qui explique pour beaucoup la situation qu'on nous annonce pour d'ici 2030-2040. Donc, on peut même remonter au Bubidome. Hein. Ça a contribué. Ça a contribué. Pardon. Vas-y. Alors, ça a contribué, tout à fait. La première fois que cette question a été évoquée, me semble-t-il, c'était en 2006-2007 par une première communication de précisément celui que nous avons cité, tout à fait. Clément Valentin-Marie, avec un ancien directeur de l'INSEE. Bon. Et à l'époque, il avait bien incriminé le binôme, parce que le binôme fait partie de toutes les femmes en âge de procréer. Tout à fait. Et ça a créé des trous dans la pyramide des âges. Bon. Faut pas oublier ça. Hein. Bon. Et alors, la deuxième chose qu'il faut dire... Les femmes, mais les hommes aussi, Michel. Hein. Pas que les femmes. Alors... Dans une moindre mesure, peut-être les hommes, mais bon... Dans certaines périodes, dans la première période du Millennium, c'est plutôt les femmes. Parce que, comme à La Réunion, il s'agissait en gros, parce que c'était la demande de main-d'œuvre de l'économie française. L'économie française avait besoin, dans les hôpitaux, de femmes. Tout à fait, oui. OK ? Bon. Après, il y a eu les postiers. Après ça, il y a eu les gens qui sont partis pour être ouvriers chez Renault. OK ? Bon. Les gens de maison aussi, hein ? Les gens de maison. Alors, les gens de maison, c'est beaucoup les Réunionnais. Oui, je parle des Réunionnais, oui. Bon. Donc, par conséquent, on ne va pas trop développer cet aspect. C'est bon quand même de le rappeler. Hein. Petite précision. Je ne sais plus, je ne sais pas si aujourd'hui la pratique a tellement évolué, mais il y a pas mal de temps, une trentaine d'années, j'avais lu qu'il y avait des explications concernant le nombre de naissances. Alors, ce que Bertrand disait tout à l'heure est vrai, hein, c'est 220. Alors, on dit 2,1, 2,2 enfants par femme. En fait, c'est 220 enfants pour 100 femmes. Oui. Donc, on comprend que le ratio, une femme, c'est 2,2 enfants ou 2,1 enfants. Le taux de remplacement des générations, c'est 210 enfants pour 100 femmes. Mais il faut savoir qu'à la naissance, il y a 105 garçons et 100 filles. La nature, elle privilégie le nombre de garçons davantage. Pourquoi ? Parce que nous vivons plus dangereusement. La nature le sait. Nous prenons beaucoup plus de risques. Et entre la naissance... et entre la naissance et l'âge de procréation, eh bien, il y a pas mal d'hommes... Enfin, il y a une surmortalité masculine, alors qui est due. Combien de camarades a-t-on perdu à moto, combien de camarades a-t-on perdu dans des rixes. Enfin bon, on connaît la vie un petit peu plus risquée des hommes que des femmes. Et le rééquilibrage se fait aux environs de 20-25 ans, puisqu'il y a une surmortalité masculine, et c'est là que l'accouplement se fait et qu'on attend 210 enfants pour 100 femmes, 220 enfants aujourd'hui. Mais je crois effectivement qu'on est à 180 enfants pour 100 femmes. Tout à fait. C'est-à-dire 1,8. Et ce n'est pas assez. Le taux de remplacement naturel n'est pas assuré. Oui, tout à fait. Et avec les décès qu'on a, et puis les départs des personnes qui sont potentiellement fertiles, notamment les femmes, parce que les hommes ne font pas d'enfants, les femmes qui pourraient faire des enfants sur le territoire, et bien comme elles ne sont pas là, et on est en train de perdre l'équivalent de 3500 habitants par année, ça représente 39 000 habitants en 10 ans. Hein. Les statistiques sont claires, 39 000 habitants sur 10 ans. Il y a même un chiffre terrible, c'est qu'en 2021, pour la première fois, on a eu de décès. On a eu plus de décès que de naissances. OK ? Donc la situation, l'existence du peuple martiniquais est en cause. Est posée. Et dans le débat que nous avons eu avec à la fête de l'humain sur les problèmes de l'homme, de l'outre-mer, nous avons rappelé ça avec force. Et j'ai été surpris de l'ébahissement même de certains politiques français. Parce qu'ils sont restés, et même de nos camarades de La Réunion, ils sont restés sur l'idée qu'il y avait une natalité galopante. Voilà. OK ? Et d'ailleurs, c'est l'argument qui a été... Dans les années 63... Aux Outre-mer. Dans les années 63, on a créé le Bumidum, M. Debré, on l'appelait. Réunionnais lui-même. Hein. Oui, tout à fait. Il avait organisé le Bumidum sur cette base. Et tous les hommes politiques martiniquais, donc je ne vais pas les citer, il y en a qui sont morts, père leur âme, ont appuyé cette politique
qui a constitué à vider le pays. Vider le pays, tout à fait. Oui. Bon. Parce que la conjoncture politique précise là la conjoncture. Alors, tu as bien dit la démographie. La démographie, la politique de la Martinique devrait être une politique nataliste. Exactement. Or, nous avons une politique de dénatalité au niveau européen. Le seul pays qui a une politique nataliste, c'est la France. Non, c'est l'Allemagne. Nataliste. Nataliste, hein? Nataliste. C'est de Madame Angela Merkel. Je crois que la Hongrie aussi. Madame Angela Merkel, parce que... Mais c'est encore en France qu'on a le plus fort taux de population. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire une politique nataliste en France, puisque on est à 2,1, comme tu dis. Tu vois. Donc, voici une raison pour laquelle il faut avoir des pouvoirs locaux. Je vais jusqu'au bout de ma pensée. Il faut avoir les possibilités de prendre des décisions législatives et réglementaires contraires à celles de la France. Philippe? Oui. Non, moi je reviens sur le bien vieillir. Effectivement, du fait de cette dénatalité, du fait de l'individualisme qui se répand, on se trouve devant des situations très difficiles. C'est-à-dire des gens d'un certain âge qui se retrouvent seuls et qu'il faut aider à vieillir. Alors, il y a des situations qui sont extrêmement préoccupantes. Ce sont des gens qui se retrouvent seuls et très souvent, ils sont orgueilleux et ne se montrent pas. Oui. Et parfois... Un petit film, on nous a projeté un petit film et justement, c'était Ah bon? Enfin, une dame notamment qui a parlé et qui effectivement a exprimé... très souvent, voilà, vous tout à fait. brusquement, votre voisin ne répond plus, votre voisine ne répond plus, elle essaie d'en aller toute seule. Et je crois il faut se pencher sur ce problème. Effectivement, on est en pleine crise économique, les gens ont de moins en moins de moyens. Donc comment faire pour répondre à ce besoin, c'est-à-dire mettre les gens en situation de bien vieillir et d'être entourés. Car aller dans un EHPAD, ça coûte cher, les amis. Bien sûr. Donc il y a plusieurs concepts, je pense que vous l'avez développé. Il y a plusieurs concepts nouveaux. Des résidences... les résidences autonomie. Donc il y en a plusieurs. Je pense que vous les EHPAD qui ont fleuri ces dernières années, mais qui sont de plus en plus problématiques. Enfin, on s'interroge sur la pertinence de ce modèle. Système tel qu'il est actuellement. Parce que, surtout après l'affaire... le scandale. Oui. Donc, vous êtes tombé sur des... Enfin, les réflexions vous ont emmené sur de nouveaux concepts. Alors, il y en a un dont j'ai entendu parler en réunion, c'était le concept de la maison d'accueil intergénérationnelle. Il y a des personnes qui ont de très grandes maisons, des personnes très âgées qui ont de très grandes maisons. À l'époque, ça se faisait, c'était des villas avec 4-5 chambres, une chambre en bas, 4 chambres en haut, etc. Et la personne se retrouve à la fin de sa vie à habiter seul. Pourquoi ne pas rendre possible l'accueil d'étudiants, l'accueil de personnes actives? Ça se fait déjà. Voilà, l'accueil de personnes actives. Mais ce n'est pas suffisamment développé. Mais c'est donc comme la formule de l'accueillant familial aussi. Les gens qui ont des maisons et qui accueillent des personnes âgées à leur domicile. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a possibilité, avec des aménagements, parce qu'il faut bien sûr rendre les maisons viables et donc une politique urbaine qui va rénover, une politique de rénovation urbaine pour rendre ces maisons-là praticables et de manière à pouvoir faire une mixité générationnelle, intergénérationnelle et faciliter la vie de ces personnes-là. François Bertrand? Alors, quelques éléments sur cette politique. Bon, parce qu'effectivement, mercredi, c'était la journée, le Tour de France, la Martinique donc était une étape du Tour de France, donc je ne me rappelle pas exactement, de la Silver Economy. Voilà une tarte à la crème. Voilà une tarte à la crème. Parce qu'il y a un problème majeur. Effectivement, lorsque M. Raffarin était Premier ministre, celui qui était à l'époque président du MEDEF, un nom avec un 2. Oui. C'est pas Roux de mes yeux, non? C'est l'actuel président du MEDEF. Voilà, il était président, donc je ne me rappelle pas exactement. Il a pondu... C'était pas le MEDEF, ça s'appelait le CNPF. Tout à fait. À l'époque, oui, tout à fait. Il a pondu un rapport, et en somme, donc ce qui ressortait dans ce rapport,
c'est qu'il y avait là un nouvel Eldorado, Tout à fait. nouveau marché, et qu'il n'était pas concevable que ce marché soit exclusivement réservé aux structures associatives qui ont porté et qui continuent encore à porter, d'accord, cette politique au sens donc d'accueil, d'hébergement des personnes âgées. Donc la logique est en train de changer, effectivement. Donc on considère que là, il y a un nouveau marché et qu'il faudrait l'ouvrir au secteur lucratif. Mais sauf qu'on oublie de dire une chose, c'est que les personnes âgées ne sont pas solvables nécessairement. Ne sont pas nécessairement solvables. Donc ce qui pose la question de la réponse politique. Exactement. Alors aujourd'hui, on a une prestation qui est délivrée aux personnes âgées qui s'appelle l'APA. L'APA. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Avant l'APA, il y avait ce qu'on appelait la PSD, la prestation spécifique dépendance. Mais sauf qu'à l'époque, on l'a créée en 1997, sauf qu'il y avait une sorte d'unanimité au sein de la classe politique, considérant que c'était une solution provisoire, en attendant mieux. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a 800 000 personnes qui ont été répertoriées comme bénéficiaires potentiels de cette PSD. En juillet 2001, on adopte la loi qui institue l'APA, en lieu et place Allocation d'autonomie personnalisée autonome. D'accord. De dépendance. Mais au moment de la transition, personnes âgées. on se rend compte d'une chose, 800 000 bénéficiaires potentiels, 128 000 ont perçu effectivement la PSD. Bien évidemment, c'est pour nous dire pourquoi. Pour une raison toute simple. Alors, une des raisons, mais la raison majeure, c'est qu'elle était récupérable. Autrement dit, les aides sociales, ce n'est pas la générosité à tout crin. Les pouvoirs publics peuvent faire valoir leur droit à récupérer les aides sociales. C'est un des caractères des aides sociales. D'accord ? Donc, les gens, sachant que la PSD était récupérable, ont préféré ne pas faire valoir leur droit à bénéficier de cette prestation. Alors, on supprime ce caractère pour l'APA. L'APA n'est pas récupérable. Alors, et en plus, la PSD était accordée à des gens dans une grille qu'on appelle la grille Agir, d'accord ? Donc, il va de 1 à 6. Donc, de 1 à 3, la PSD. L'APA, c'est de 1 à 4. Donc, ce qui fait un volet supplémentaire. Au moment, on adopte la loi donc de juillet 2001. Mais on prévoit que l'APA va entrer en vigueur au 1er janvier 2002. Donc, on reporte de 6 mois l'entrée en vigueur de la loi. Et au moment, donc à la fin de l'année, on discute des crédits qui seront alloués pour financer l'APA. On prévoit dans le budget, donc pour 2002, d'accord, on prévoit dans ce budget des crédits destinés à financer l'APA sur 5 ans. Mais vous savez quoi? Cet argent a été consommé dans l'année 2002. Parce que, comme ce n'était pas récupérable, il y a beaucoup plus de gens, et en plus, on passe de 3 à 4. Et depuis, il y a un ministre qui a dit, et donc j'oublie son nom, il était ministre de la Santé à l'époque, un médecin, mais qui a disparu du paysage politique aujourd'hui. Oui. Donc je vois son visage, mais j'oublie son nom. Il a, dans une grande conférence, il a clairement dit que nous n'avons pas encore la réponse politique pour faire face à ce problème majeur aujourd'hui lié au vieillissement, donc qui est la dépendance, la prise en charge de la dépendance, puisque on est amené à vivre plus longtemps, mais corrélativement, on aura des problèmes donc de dépendance. Voilà, juste cet élément-là que je voulais. Et puis le deuxième élément que je voudrais ajouter, on a un système qui fonctionne en silo. D'un côté, les personnes âgées, de l'autre, les personnes en situation de handicap. Mais sauf que la réalité nous démontre aujourd'hui qu'il y a une forte corrélation entre le handicap et le vieillissement de la population. Il va bien falloir qu'on change de logiciel et qu'on commence à appréhender ces deux catégories de population sur le même registre. Il y a des solutions. Maintenant, c'est aux politiques donc, de saisir... Il y a surtout un problème de financement. Parce que l'APA, c'est payé par la CTM. Hein. C'est payé par la CTM, tout à fait. C'est une des
prestations, ce qu'on appelle les allocations individuelles, il y a un terme qui m'échappe, qui pèsent le plus dans le budget des départements et celui de la cité. Pour lequel les dotations de l'État, comme pour la RSA, sont inférieures aux dépenses. C'est-à-dire que la CTM est obligée de prendre sur ses ressources propres pour financer. Et bon, néanmoins, tu as parlé des gens qui font ce travail-là, ils étaient sous-rémunérés. On était parmi les départements de France et de Navarre où le taux, je crois que c'était un taux journalier, je crois que c'était de l'ordre de 22 €, alors que la moyenne c'était de 32 ou 33 € par jour. Donc on est remonté à 27 ou 28, on n'est pas encore arrivé au plafond. Donc, il y a un problème d'attractivité de ces métiers. Il y a aussi un problème de financement. C'est pas un manque. Quelquefois, c'est pas un manque d'imagination. Hein. C'est le problème. Oui. Le problème de financement est posé là aujourd'hui. Ah ouais. Et dans tout ça, il y a aussi les accidents qui arrivent accidents domestiques, quoi, je veux dire. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, lorsqu'on est jeune, on fait ça à la maison, on met des escaliers pour monter au salon, après pour descendre dans la cuisine, il y a 3 ou 4 marches, après pour faire ça. Et puis à un certain moment, on commence à se dire pourquoi on a fait ça, quoi. Parce que quand on vieillit, c'est une galère. Donc les architectes pourraient peut-être dire ça à leurs clients, ne faites pas ce genre de choses-là, quoi. C'est un problème qui touche d'autres sociétés. Au Japon, ils ont un gros problème à ce niveau-là. Ah non, mais les Japon sont déjà bien beaucoup plus avancés. Je peux vous dire que, alors, initialement, il y avait un projet de recherche qui devait être mené entre nous, à l'université, et pour l'instant, la Covid a un peu... stopper tout cela, mais normalement, il y avait un gros travail qui devait être fait entre nous et l'université japonaise, et on aurait beaucoup appris parce que eux, ils ont déjà véritablement, pour une bonne part, solutionné les questions liées au phénomène du vieillissement de la population. Mais il y a un peu le même problème en Chine, la politique de l'enfant unique. De l'enfant unique. A amené aussi un grand vieillissement. Et alors, le paradoxe, c'est que ce que tu disais là, il y a des sociétés capitalistes américaines qui sont entrées dans le créneau et qui ont, assez paradoxalement, le pays communiste, qui ont investi ce marché en Chine. Bien sûr, tout à fait. Alors, juste pour la petite histoire, Zinedine Zidane, d'accord, dispose d'une chaîne de résidence autonomie sur tout le long de la côte Est, donc en France. D'accord. À côte Est en France, donc du côté de Nice, donc il dispose d'une chaîne de résidences. Et les résidences autonomie ont pour vocation d'accueillir des personnes, mais qui en sont relativement fortunées. Ouais. D'accord. Vous faites l'acquisition des murs et on vous offre en contrepartie toutes les prestations possibles. Mais vous payez bien sûr le coût de la prestation. On va rester j'oublie le terme. C'est la 18e journée européenne de la prostate dans le médical, voilà. En Martinique, 227,2 cas sur 100 000 hommes. À titre de comparaison, en France hexagonale, le taux d'incidence pour ce cancer est d'environ 90 cas pour 100 000 habitants. Donc nous, on a carrément doublé, plus que doublé. C'est plus que doublé. Est-ce qu'on peut imaginer que la chlordécone est dans ça aussi? Ou est-ce que non, c'est peut-être pas ça? J'ai entendu le responsable du cancer, M. Ruffin, qui est responsable de... Ah oui, du GIP qui est sur la route de Redoute. Oui. Bon, il a quand même donné un panel de causes. Alors, je vais me faire arracher par ceux qui parlent de chlordécone, mais enfin, il y a d'abord... Non, c'était une question. Il y a un facteur ethnique. Bon, il est prouvé, par exemple, aux États-Unis que le nombre de personnes noires, que le cancer de la prostate... Nous aurions une prédisposition. Bon, il y a prédisposition. Bon. Il y a ensuite le vieillissement, c'est-à-dire que l'apparition des cancers est beaucoup plus fréquent à partir du moment où il y a une population âgée. Ouais. Bon. Et puis, il y a des résistances psychologiques. Il y a un médecin qui me disait, si on arrivait à lever
la réticence des gens au toucher rectal. Mais oui, parce que le toucher rectal est un élément délicat. de diagnostic important et qui ne coûte rien. Oui, et manifestement, il semblerait que ce soit la meilleure solution. La meilleure solution. La meilleure solution. Et quand tu as affaire à un médecin en plus, assez expérimenté, général, nous avons des vieux médecins, parce qu'il ne faut pas aller voir un jeune médecin et pas connaître ça. Pas connaître ça. Toucher quelqu'un et pas connaître ça. Quand vous faites en radio, en vieux docteur, vous gâtez. Carbondouette. Donc, il y a tous ces facteurs, des facteurs culturels, bon, il faut appeler ça comme ça. Oui, c'est culturel. C'est culturel, hein, bon. Oui. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer ça. Et en tout cas, bon, le problème, c'est qu'il faut faire des campagnes de dépistage. Bon, ça, on appelle ça le PSA. Je l'ai fait. Hein, Le PSA aussi, oui. J'ai été voir un médecin, je n'ai aucune honte de le dire, j'ai fait un toucher rectal. Oui, mais je voudrais dire deux ou trois choses là. Il y a pas que le toucher rectal. Hein, j'ai beaucoup d'amis, vu l'âge qui monte, j'ai perdu beaucoup d'amis du cancer de la prostate. Tu as un autre aspect aussi, c'est que lorsqu'il faut subir l'opération, j'ai beaucoup d'amis qui ont hésité et qui ont préféré ne pas. Vous avez notre... attends, pour finir. Et là, j'ai connu des amis qui sont morts dans des souffrances atroces parce qu'ils ne voulaient pas perdre la puissance, n'est-ce pas? Et je terminerai par une question que j'ai posée à Michel. Dis-moi, parmi les facteurs... Érectile, la puissance érectile. Il doit avoir la réponse à me rappose devant question. Non, Michel, me rappose devant question. J'ai assisté à un débat fantastique, pseudo-scientifique. Est-ce que la stimulation de la prostate pouvait avoir un effet? Est-ce qu'il y a trop de stimulation, n'est-ce pas, provoque le cancer de la prostate, ou le défaut de stimulation provoque le cancer de la prostate? Et il y avait un débat extrêmement intéressant. Et je n'ai pas eu la conclusion. Mais notre ami Mano, qui a des émissions très intéressantes, et très spécialement avec le docteur Daniel. Bon, oui, Daniel alors, est-ce que... Je vais lui poser la question. La stimulation de la prostate, lorsqu'on stimule beaucoup, est-ce qu'on a des risques? Ou lorsqu'on ne stimule pas beaucoup... stimuler, ça veut dire quoi? C'est pratiquer. Oui, pratique. Ça n'a rien à voir. Je pose la question, je ne sais pas. J'emploie des termes polis. C'est pas ça. Mais on n'a pas compris. Bon, dis-nous ça clairement, Michel. Mais oui, dis-nous. Michel, alors, vas-y. Je veux dire par là, si un individu a beaucoup de relations sexuelles, est-ce que ça provoque le cancer de la prostate? C'est ça? Voilà. Mais encore, parce que c'est ce qui se dit. Donc, c'est aussi un moyen de se prémunir contre... Il semblerait que ce soit ça que le docteur Daniel dit. Il semblerait. Il semblerait que le docteur dise ça. Alors, je sais pas. Qui disent quoi? Ça, on se prémunit voilà. En ayant beaucoup de relations. C'est ça, oui. Je comprends pas. Tous les Martiniquais sont polygames, non? Il ne devrait pas en avoir. Mais c'est vrai, ça. Il ne devrait pas y en avoir. Alors là, monsieur Gatséry, je ne sais pas. Mais non, c'est une plaisanterie. C'est ça, Michel. Moi, personnellement, la question, j'ai posé la question. J'avais un chirurgien qui était spécialiste du cancer de la prostate. Il faisait du karaté avec moi. Il était bon, d'ailleurs. Il avait une bonne patate, hein, bon. Mais il m'a dit que non, ça n'avait rien à voir. Ah bon? Donc, je vois, je ne sais pas. Donc, c'est peut-être une légende encore. Mais oui. Mano, fais attention. Non, mais c'est comme lorsqu'on parle de la poutre de Bamako pour les Antillais. Je ne sais pas, c'est une légende, ça, Michel, non? Quoi, là? La poutre de Bamako. Eh bien, on va parler de ça. Moi non plus. Bon, on va parler de notre sujet. Donc, c'est bon pour la prostate. Vous avez jamais entendu parler de la poutre de Bamako? Non, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais le cancer de la prostate, en fait, cet aspect-là, a un effet sur la démographie, c'est évident. Oui, bien sûr. Parce que déjà, aussi, on parle du cancer de la prostate, mais ne serait-ce que les médicaments qu'on prend pour l'hypertension, ça a déjà un effet sur ça. Ah bon? Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Sur les médicaments que l'on prend lorsqu'on est hypertendu, on prend des médicaments pour faire descendre la tension, pour la réguler.
Et ça a un effet sur la libido, oui, c'est clair. Oui, oui. Donc là encore, ça doit réduire beaucoup de choses. Enfin, il faudrait qu'on invite le docteur Daniel de ces jours pour avoir plus de... Oui. Mais oui. Alors, notre nouveau bouclier qualité-prix, ça va concerner Michel. Oui. Ça nous concerne tous. Oui, mais bien ça, sûr. c'est ton dada, Michel. Ouais. 134 produits aux familles de produits au lieu de 101 auparavant. Oui, alors, l'Observatoire des prix s'est réuni sur la présidence du nouveau préfet lundi dernier. Alors, bon, j'en suis encore membre. Alors, je vais faire quelques observations. Lors de sa venue, la première fois en Martinique, le ministre délégué à l'Outre-mer, Jean-François Carinco, avait admis que le bouclier qualité-prix actuel était insuffisant. Donc, il a annoncé deux choses. D'élargir le nombre de produits et de bloquer les prix. Alors, il avait même dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon. Alors. Et je peux quand même manquer un petit peu de modestie. Et j'avais proposé deux choses. J'avais dit la chose suivante. Il est quand même anormal, si on veut savoir quels sont les produits qui sont les plus consommés, tous les directeurs commerciaux des grandes surfaces ou des moyennes surfaces, parce qu'ils font des commandes, ils ont des analyses, ils savent. Bon, s'il y a 7-8 catégories de pâtes, ils savent très bien que c'est les macaronis qui sont les plus vendus. Bon, par conséquent, il faut faire une enquête, il faut mettre sur le pont l'ex-DGCCRF, et c'est ce qu'enfin ils ont fait. L'ex-DGCCRF, c'est la DITS. Oui. Aujourd'hui, c'est la DITS, oui. Je dois quand même très publiquement les féliciter. Ils ont sorti, ils ont fait une analyse, ils ont écrit à tout. Ils ont pu avoir les volumes, les quantités vendues, etc., etc. Et ils ont pu déterminer aussi, parce qu'on leur a donné deux choses, quels sont les produits les plus vendus et aussi qui sont les plus vendus auprès des catégories les plus modestes de la population. Oui. C'était ça la cible. Bon. Donc c'est ça qui a été présenté et ça a été adopté. Mais maintenant, il faut négocier avec les distributeurs pour qu'on puisse, à chaque étape de la formation des prix, obtenir que l'on diminue, disons en gros, les marges, les bénéfices. Hein? Bon. Alors, là, Mais est-ce que les distributeurs, ce ne sont pas eux-mêmes qui ont les grands supermarchés? exactement. Donc, c'est pour ça qu'il fallait une autorité indépendante de l'État. Que c'est pas... Parce que la méthode qui a été utilisée n'est pas faite par la CTM des gentils. On fait venir les gens, puis ils disent moi, je vends telle chose. D'accord, on peut les écouter. Mais une enquête faite par une administration de l'État qui vous dit vous devez me communiquer le volume de... Quelles sont les catégories de pâtes alimentaires que vous commandez? Quelles sont les marques? Quels sont les produits vendus? Etc., à quel prix? Bon, ça c'est autre chose, ça. Et c'est ce qu'on a pu obtenir. Voilà. Bien. Bon. Donc, mais je voulais terminer en disant qu'il faut, maintenant qu'on a les produits, il faut en face mettre les prix. Et quel prix? Bon, il faut négocier. Et surveiller que ça se fasse vraiment. Et puis, dernier point, il ne suffit pas de dire vous allez vendre à tel prix. Il faut prendre des mesures réglementaires et législatives réinstaurant Le contrôle des prix. le contrôle des prix. Mais oui. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, parce que nous sommes des petits marchés, Oui. des îles qui dépendent de l'extérieur, et par conséquent, avec l'article que tu connais très bien de l'Europe, là, l'article 349 peut facilement permettre de prendre des positions de ce genre. Philippe? Non, je n'ai rien de particulier à dire, sinon qu'effectivement, une mesure pareille, elle est tout à fait opportune et il faut s'y atteler. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose, mais à condition qu'effectivement,
les promesses qui seront faites ou les accords seront effectivement appliqués. Mais Charles, parce qu'il y a des, il y a des, Charles, il y a des façons de mettre les produits. Tête de gondole, machin. Oui, au niveau de la mer. Il y a un tas Il y a de des stratégies, méthodes, tout à fait. bien connues. Mais ça, c'est une question de contrôle. Et bien sûr. C'est par là qu'il faut agir. Hein. Parce que les aides, en fait, les 100 euros plus 50 euros par enfant, c'est vraiment très appréciable. Mais ça encourage l'inflation. Enfin, il y a une inflation, on donne, ça n'a pas un effet déflationniste, hein, ça provoque l'augmentation des prix. C'est par là, en fait, c'est par le contrôle des prix, et puis c'est cette action-là qui va permettre un ralentissement de ces prix-là. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, ils sont à 13% d'inflation, Ouais. et il y a aujourd'hui des manques cruels de denrées alimentaires. Il y a des denrées qui manquent pour fabriquer des pâtisseries, pour fabriquer des alcools, etc., parce que les prix sont chers et puis parce que il y a une rareté sur le marché, et comme la Grande-Bretagne s'est isolée par rapport au Brexit, donc la Martinique est loin, enfin, toutes les économies insulaires connaissent un petit peu les mêmes problèmes. Quand on est sur un continent, c'est beaucoup plus évident. On parlait des bouteilles la dernière fois, tout le monde gueule avec ça. Bon, on est exactement dans... C'est 23% pour le roman moyen, hein, de plus. Bertrand? Alors, enfin, je partage ce qui a été dit, notamment la question du contrôle. Personnellement, je suis un publiciste, donc je suis favorable à ça. D'accord? Parce qu'on réinstaure un véritable droit public économique avec une mainmise de l'État sur l'économie. Mais au-delà de cela, cette question, enfin ce thème relatif au nouveau bouclier, donc en liaison avec la question actuelle du pouvoir d'achat, ça suscite chez moi deux réflexions. Est-ce qu'on peut véritablement, j'ai envie de dire, c'est un peu, comme on dit chez nous, chalet de l'eau en panier. Parce qu'il y a un peu de ça. Parce que ce sont des questions qui deviennent de manière récurrente, de manière incessante. Il y a combien d'années? En 2009, c'était ça, ainsi de suite. On a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Donc, quelque part, ça signifie que, et peut-être qu'on creuse un petit peu, est-ce que, donc, on peut poser la question, donc, cette question de pouvoir d'achat, sans véritablement réfléchir à une réforme de justice sociale? Meilleure répartition des richesses. Moi, c'est la première question, la première réflexion que cela suscite. Et parallèlement, aussi, donc il y a une deuxième réflexion. Bon, on distribue, effectivement, on aide les gens à consommer. Mais la question de la consommation aujourd'hui, elle mérite d'être interrogée compte tenu donc, de ce qui semble être la thématique numéro 1 pour beaucoup de gens, c'est le changement climatique, la transition énergétique, écologique et consort. En ce moment, enfin c'est le serpent qui se mord la queue là, quelque part. Bien. Il va bien falloir qu'on se pose les questions. On peut effectivement ponctuellement reconnaître le bienfait de tout cela, mais il faut qu'on commence aussi à se projeter sur le long terme. Donc, et la question de la consommation, je vous rappelle que consommer, ça veut dire consommer, ça veut dire détruire. Étymologiquement. Voilà. Oui, tout à fait. Après, d'accord. Bon, voilà, ce sont les réflexions que ça suscite chez moi. Et l'autosuffisance alimentaire, est-ce que ça va revenir sur le devant de la scène? Bien sûr. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. Alors, moi, personnellement, je pense que par rapport à la question de la consommation, il faut qu'on envisage la question de la frugalité. De là? La frugalité. La frugalité. D'accord. D'accord. Individuellement et collectivement aussi. Oui, voilà. ok. Tu es d'accord avec Macron qui dit que le temps de l'abondance et de l'insouciance si est on terminé. Mais si on prend si on prend sur le plan énergétique, parce qu'effectivement il y a une ambiguïté dans son propos, c'est quand même malvenu de sa part. Mais si effectivement on parle si on prend le problème sur le plan écologique, il n'a pas tort, la question de la sobriété. Alors peut-être pas la fin de l'abondance, mais la sobriété qui doit quelque part s'imposer à nous sur le plan énergétique aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi parce qu'à l'époque, j'avais été choqué par les réactions de la presse française qui était tombée à bras raccourcis sur les propos de Macron. Moi, j'ai dit que ce sont des réactions
de pays riches et gavés. Exactement. OK? Or, moi, je regarde l'actualité française, je dis toujours ça au comité de rédaction du journal Justice. Nous devons regarder l'actualité française avec une longue vue depuis Fort-de-France. Vous voyez? Parce que ça qui est bon pour soi, pas bon pour qu'on a. Tu comprends? Donc, cette question que tu poses, qu'il faudra bien changer le mode de consommation, parce que ça a été abordé au comité, à l'Observatoire des prix. Alors, moi je dis, c'est pas laquelle. Commençons par régler le problème, tu as raison. Commençons par régler le problème actuel de la consommation telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas mieux consommer des produits bio, par exemple? Bon, on a posé aussi la question, dans la liste des produits, combien de produits fabriqués localement? Est-ce que, même si les produits les plus consommés, c'est les produits, bien sûr, importés. Importés, oui. Bon, il y a une association de consommateurs qui a dit, bon, je suis consommateur. Moi, ce qu'il faut, c'est supprimer l'octroi de mer. Hein? Non. Bien sûr. Supprimer l'octroi de mer parce que tout ça, ce sont des taxes. Il faut supprimer ça, il faut baisser les prix. Mais il y a quelqu'un qui lui a répondu, le conseiller exécutif Arnaud René Corail de la CTM, qui lui a répondu, on n'est pas seulement consommateurs, nous devons aussi être producteurs dans ce pays-là. Voilà. Je n'en dis pas plus. Un point sémantique. Hein. La souveraineté alimentaire, c'est couvrir ses besoins essentiels et contrôler la qualité des denrées que chaque citoyen peut exiger d'un État souverain. C'est ça la souveraineté alimentaire. Couvrir ses besoins essentiels. L'autonomie alimentaire, c'est subvenir aux besoins de sa population. L'autonomie alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est nourrir sa population par sa propre production. La sécurité alimentaire, c'est proposer une qualité, une quantité sanitaire suffisante. Et enfin, le système alimentaire, c'est voir dans quelle cohérence on s'inscrit. Et aujourd'hui, pour l'instant, on est encore dans les produits. Alors qu'on a quelqu'un, vraiment, que je découvre, et enfin, il va m'excuser, mais Nicaise Monrose, c'est quelqu'un qui connaît vraiment son dossier, et il nous a exposé une lecture qu'il a de l'action politique que la CTM doit mettre en place pour la question agricole et alimentaire. J'ai trouvé ça brillant. Donc je ne dis pas plus, mais il a commencé par définir les mots, les propos, et puis je lui laisse la primeur de présenter ses idées. Il est brillant ce Alors monsieur. Philippe, et après... Je serai pas long. Non, c'est Michel qui parle effectivement d'un auditeur qui dit il faut baisser les taxes, il faut baisser l'octroi de mer, bien sûr. Mais encore faut-il avoir la certitude que les marchands, n'est-ce pas, répercutent cette diminution. Ok? Et rien n'est moins sûr que cela. Je voulais simplement apporter cette précision. Tu permets que je réponde ce que tu dis. Rapidement, mais c'était bien. Ça a été fait en 2009. À l'époque, c'est Marie-Jeanne qui était présidente du conseil régional. Et ça n'a pas été répercuté. Et voilà. Et bien sûr. Parce qu'on était encore toujours sous le régime de la liberté des prix. Mais nous y sommes. Alors Bertrand. Non, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Michel tout à l'heure, moi c'est quelque chose, j'avoue, qui m'irrite un petit peu quand j'entends dire qu'il faut supprimer l'octroi de mer. Je trouve que c'est une solution de facilité et qui est dans une logique consumériste. Exactement. Qui est dans la logique consumériste. Parce que aujourd'hui, la structure budgétaire des collectivités n'est pas en adéquation avec l'idée de la décentralisation qui postule l'autonomie. Le curseur aujourd'hui, d'accord, pour mesurer la décentralisation, c'est l'autonomie financière des collectivités territoriales. Si on supprime l'octroi de mer, ça veut dire qu'on va encore dépendre des dotations de l'État. Quid de l'autonomie financière à ce moment ? Quid de l'autonomie financière? Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi on doit du moins travailler, faire en sorte que les collectivités aient suffisamment de ressources propres, et c'est inscrit dans la Constitution, pour ne pas dépendre des dotations de l'État. Oui, Oui, bien sûr. c'est clair. Okay.
clair. Mais on va te répondre, n'est-ce pas, que vous leur donnez beaucoup d'argent, vous augmentez le prix, et qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Okay. Non, mais c'est comment contrôler? Ok, nous sommes d'accord. C'est un argent qui n'est pas soutenable. Hein. Bien. Les finances de Saint-Pierre sont épinglées par la Chambre régionale des comptes. Michel, qu'est-ce qui se Bonne passe? transition. Michel, Mais c'est ça qu'il vient de dire, oui. Oui, la transition. Enfin, encore est que... faite, oui. Bon. alors explique, Michel, cette joie. Non, je dirais que j'ai essayé de comprendre. La Chambre régionale des comptes a constaté un déficit prévisionnel de 2022. On n'en est pas encore au stade du compte administratif. Le compte administratif, c'est ce qui réellement a été dépensé. Bon. Alors, ça ressemble un petit peu à une situation que nous avons vécue à Fort-de-France. OK? Bon. Autrement dit, en 2018, il y a eu un contrôle. Bon. Et on a prescrit une feuille de route au maire de Saint-Pierre. On a dit, voilà, pour retrouver l'équilibre, il faudra faire ça. Diminuer en particulier, diminuer sur la masse salariale. C'est de manière drastique. Hein. J'ai entendu les chiffres, je n'y crois pas. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je résume, on va rentrer dans les détails s'il le faut. Mais le maire de Saint-Pierre a dit une chose, je l'ai entendu, il se défend bien, Raphaël. Il se défend bien. Il a dit, voilà, on m'a refusé un certain nombre de ressources, en disant qu'elles ne sont pas... qu'elles ce sont des recettes fictives, disons. Okay. Un terme pour dire ça. Et on m'a ajouté des dépenses, notamment des rattrapages de carrière d'agents qu'on n'avait pas fait, etc. Et donc, je le cite, on a construit, le magistrat de la Chambre régionale des comptes a construit un déficit. Et alors, là, je ne vais pas le vous dire tout, mais quand même, on va suivre ces bêtes-là parce que c'est important, parce qu'au moment où nous sommes en train, précisément, de revendiquer la responsabilité de Martiniquais, il faut démontrer aux citoyens que nous essayons d'utiliser à bon escient l'argent de leurs impôts. Bon, alors, ils ont sorti un communiqué, c'est rare ça, hein? Ils ont répondu au maire. La Chambre régionale des comptes a répondu au maire. Et c'est d'autant plus. Ils ont fait bien leur boulot parce que le communiqué que j'ai là entre les mains a été adressé probablement à toute la presse parce que justice l'a reçu. Et il dit ceci, ce constat a pour origine 3 motifs principaux. Une dette d'environ 1,5 million contractée depuis 2018 auprès de l'entreprise Fizer. Une dette contractée d'environ 0,5 million d'euros auprès de la Banque des Caraïbes. Ça dit que la Banque des Caraïbes. Oui, elle existe, oui. Bon. Oui, il y a une banque qui s'appelle la Banque des Caraïbes. Oui. L'absence structurelle depuis 2018 de maîtrise de l'évolution de la masse salariale, poste pourtant clé de l'établissement, n'est-ce pas? Elle a augmenté de 2018 à 2021 de 14,2%. Et la commune a encore recruté 10 équivalents temps plein. On avait dit à la commune de ne plus recruter et de laisser partir les gens à la retraite. Bon, voilà ce que répond. Alors, je ne sais pas si le maire de Saint-Pierre va prendre une délibération. Non, normalement, c'est entre les mains du préfet. Bon, parce que, normalement c'est entre les mains du préfet. D'accord. Bon, à ce stade-là, ce qui s'est passé par Fort-de-France, le préfet prend un arrêté et puis il fait le budget. Tout à fait. Tout simplement. Bien. Ce qu'on ne veut pas dire, ce n'est pas de la tutelle, mais on met sous tutelle la collectivité. Mais on a du mal à accepter, depuis la loi du 2 mars 1982, l'idée de tutelle. Mais il y a une prérogative. C'est une tutelle. Mais bien sûr. Oui, j'ai eu cette polémique avec mes amis. Tout à fait, oui. Mais je suis dans l'opposition à la mairie de France. C'est une tutelle. Bien sûr, c'est une tutelle. Parce que c'est une prérogative
qui existait avant 1982, le pouvoir de substitution. On a supprimé toutes les autres prérogatives du préfet, d'accord, qui caractérisaient la tutelle. Mais on a maintenu une des prérogatives qui s'appelle le pouvoir de substitution, et pouvoir de substitution qui intervient en matière de police et en matière budgétaire, mais qui faisait partie des prérogatives au titre de la tutelle avant 1982. Donc la tutelle n'a pas totalement disparu. Oui, Philippe. Vas-y. Une précision, je crois que c'est l'occasion pour nous, Bertrand, de préciser les choses. Chambre régionale des comptes, nos concitoyens pensent que c'est une juridiction, ok ? Et à partir de là, il y a des choses qui n'arrivent pas. La Chambre régionale des comptes donne un avis. Donne un avis, oui. Ok, bon. Et cet avis, voilà. sur la procédure du contradictoire, il y a des échanges entre la collectivité et la Chambre régionale des comptes. Une fois que l'avis est prononcé, il est transmis au préfet. Mais il n'y a pas d'appel, bien sûr, puisque ce n'est qu'un avis. Hein. Il n'y a pas de second degré, on ne va pas devant la Cour régionale des comptes. Mais cependant, il y a un droit de rectification. Si jamais il y a une erreur qui se produit, le maire a la possibilité de demander à la Chambre régionale de rectifier. Là, c'est pour que les choses soient claires. Ce n'est pas une juridiction au sens... Mais qui utilise des procédés d'ordre juridictionnel, et notamment le respect du principe du contradictoire. Du contradictoire, absolument. Mais ce n'est pas une décision de justice. Tout à fait, exactement. Ce n'est qu'un avis. Il y a d'autres éléments du contrôle de légalité, mais ça, c'est le tribunal administratif. Exactement. Ah oui, je m'adresse au juriste. Tout à fait. Oui, c'est le tribunal administratif. Bon, Tout à fait. bon, mais je reviens à ce débat qu'on a eu ici. Ce n'est pas parce que, admettons qu'on conclut qu'on est en face à un maire qui a fait de la mauvaise gestion. Bon, très bien. Mais que ce soit collectivité territoriale de Martinique ou que ce soit collectivité autonome de Martinique, il y aura toujours bien sûr un contrôle de légalité avec une chambre régionale des comptes, un tribunal administratif. Tout à fait. Et si le maire a mis sa main, éventuellement... Oui, il ne le fallait pas. Là, il ne fallait pas. Il n'y a pas de décentralisation sans contrôle de l'État. Alors, ce n'est plus la tutelle, mais c'est toujours l'idée qu'il faille un contrôle. Non, je dis ça pour ceux qui ont peur de l'autonomie. Il y aura toujours un contrôle de l'État. Bien sûr qu'il y aura toujours un contrôle. Voilà. Mais donc, à profiter pour dire ça. Mais la confiance. Mais même en Nouvelle-Calédonie, il y a encore ce contrôle. Comment? Mais en Polynésie, on a été jusqu'à mettre en tôle M. Gaston Floss. Hein. Mais bien sûr. Bon. Oui, bien sûr. Bien. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, alors, tout à fait. là, nous Partons déjà avons- de ce principe. La confiance Partons n'exclut déjà pas. de ce principe. Nous avons écoulé le temps est parti, je crois. Mais il y a deux choses. Qu'est-ce qui est prévu de la réforme du gouvernement ou l'allocution télévisée de Poutine qui annonce une mobilisation partielle de sa population? C'est quoi? C'est une déclaration de guerre? C'est quoi cette histoire? Non, je pose la question, Michel. Je pose la question. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, pas de réponse sur ça. Moi, je réponds. Oui. Je vais aller. Je suis bouffi depuis une semaine par les médias français et même un grand journal comme Le Monde a un journaliste qui s'appelle Greenspan, je donne son nom. C'est un anti. Alors, c'était probablement un anti-soviétique et maintenant il est devenu anti-russe. Bon. Les choses sont simples. L'armée ukrainienne est pilotée par les officiers de l'OTAN. Okay. Et on essaie de trouver des prétextes pour que l'OTAN puisse intervenir dans ce conflit. Et la Russie prend des précautions pour renforcer son armée, parce que si on avait mobilisé toutes les réserves, les réservistes en Russie, c'est 25 millions d'individus. Et là, c'est 300 000. Bon, voilà, j'en ai terminé. Très bien. Quelqu'un d'autre sur ça? Non? Personne d'autre? OK. La réforme du gouvernement, très rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose de spectaculaire? La réforme du gouvernement. Oui, le projet de relance. Le projet de... Oui. Ça devrait te satisfaire, le projet de relance. Mais oui, 100 milliards, il distribue 100 milliards, j'ai lu. Ah bon, Mais oui, avec 3 volets, transition écologique, 30 milliards. Tu parles du budget Oui, Mais non, mais c'est le projet de relance du gouvernement. Ah,
Mais oui, 100 milliards. Je n'ai pas. 40 milliards je connais pas le contenu. l'Union européenne. Je ne connais pas le contenu. Et 60 milliards, n'est-ce pas, c'est le gouvernement. Non, mais c'est un effet d'avance fantastique. Oui. Mais mon vieux, comment on peut trouver assez de papier pour faire autant d'argent? Dis-moi. Mais il va y avoir un problème là. Mais il y a un ministre qui a dit on ne doit plus dire quoi qu'il en coûte, mais on doit dire maintenant qu'est-ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça? Ah oui, monsieur. Bon. Oui, c'est le ministre de l'économie, je crois qu'il a dit. Ouais. Alors j'ai vu que Manuela n'a pas parlé de la gifle du député dans ça, le numéro de LFI. Quatermans. Oui. Cadenas. Voilà, c'est ça. C'est regrettable. Ah oui, c'est... Mais un vrai problème, ce parti, les Insoumis, a un vrai problème sur la question des relations hommes-femmes. C'est pas la première fois Qui a cet incident. et qu'il y a donc ce genre et qui sont quelque part, j'ai envie de dire, malmenés sur ce terrain-là. Leur position n'est pas très claire sur cette question, donc féministe ou ce que, je sais pas, les relations hommes-femmes en tout cas. Ils n'ont pas une position très claire sur ce point. Et pourtant, ils ont des femmes de tout premier plan. Hein. Clémentine Autain. Pas nous. Mais Oui, c'est absolument. elle aujourd'hui qui mène le combat contre Capness, ouais. Exactement. Ouais, Ils mais- sont deux notamment au sein de LFI à véritablement à pousser le parti à avoir une position très claire sur cette question. Alors je suis quand même un peu sceptique parce que on parle beaucoup dans ce parti de la succession De Mélenchon. et c'est Quaternaire C'est le numéro qui 2, était considéré Oui, comme oui, le qui numéro était 2. pressenti, Alors tout à est-ce fait. que Ouais. Bon. On lui glisse une peau de banane. Oui, Oui, mais oui. il a bien giflé la dame. Hein. Oui, mais tu sais pas les circonstances, tu sais pas quelle est cette dame. C'est sa femme. non, C'est sa femme ou sa compagne? C'est pas elle qui a porté plainte, c'est une amie, et puis après elle a Mais oui, confirmé. alors écoute, en matière politique, j'en ai vu d'autres. Hein. Mais Alors qu'est-ce que tu es en train de dire, maître? C'est pas sa femme, écoute, c'est... Ah bon? oui, quelques anecdotes. Je ne donnerai pas de nom. Hein. Il y avait, on avait un adversaire politique à l'époque, je ne vous dirai pas dans quelle élection. Il était très attaché à une petite amie. Oui. Donc, dans notre état-major, on dit bon, on va le démoraliser. Quel est le don Juan qui est capable de... Non. On dirait pas. On est arrivé. Hein. Non, c'est pour... Oui. C'est pour te dire... Oui, on m'a oui. dit, bon. Tu as Je ne vous entendu dirai ça, pas Michel? l'élection et je ne vous dirai Bon, pas... je vais arrêter la politique. Non, mais c'est... Oui, c'est... Tu Non, as tu entendu sais- ce que Philippe a dit? Non, tu sais, moi je considère que c'est de la politique politicienne à la française. Oui, mais c'est. Oui. Tu vois, Ah non, parce mais- que Non, mais pendant qu'on fait ça, on est en train d'oublier Oui. que l'euro est en train Oui. de descendre en dessous du dollar. On amuse Il a un taux plus bas, le plus bas depuis 20 ans. Et ça, ce sont les Français qui vont payer ça dans leur panier de la ménagère. Hein. Et puis dans le remboursement de la dette. Bon, dans le remboursement de la dette. Hein. Et oui, bien sûr. Et puis, il faudra quand même payer des impôts, ou bien ils vont le payer indirectement dans la TVA. Hein. De toutes les façons, ce sont les Français qui paient. Bon, M. Catenez a donné une carotte Mais à sa femme. c'est bon. quand même un parti qui a vocation à diriger la France. Cette question au-delà donc du fait divers, Oui. ça pose la question fondamentale, donc la vision Oui, de ce parti sur les questions d'ordre sociétal. d'accord. Enfin, moi, je ne banalise pas. Une gifle, c'est une gifle. Je ne banalise Oui, il pas. ne faut pas banaliser. Si on gifle ma fille, Mais je ne serais pas content du tout. C'est une affaire intime, c'est une affaire d'abord de la famille. Hein. Oui, C'est d'abord, oui, bien sûr, nous sommes d'accord là-dessus. c'est Que un problème ce de- parti doit clarifier, Ah oui, doit clarifier violenter ses une positions. fois Et qu'ils sont quand un confrontés à ce membre type de- du parti a failli, Ouais. je crois qu'on doit trouver des moyens de le sanctionner ou de le mettre à l'écart. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Non, il est à l'écart. Ouais. Bien, ben monsieur, merci beaucoup. Et hein, Sandrine on- Rousseau ne va pas le lâcher. Hein. Comment Sandrine Rousseau ne va pas le lâcher. Oh, y a Celle pas- qui a dit que j'ai déconstruit mon homme. Ah bon? Monsieur qu'elle a dit à la télé devant tout le monde, elle a dit j'ai déconstruit mon homme. Oui, C'est... mais il n'y a pas qu'elle qui va le... Alors, Béatrice Brune va nous expliquer ça la prochaine fois.
Merci à tous les quatre. Hein. Merci à toi. Voilà, aujourd'hui. Tu conclus, d'accord. Oui, vas-y. Tu voulais Non, je vais dire quelque chose. Hors antenne. Ah ben oui. Alors, hors caméra. Oui, fais attention, les micros sont encore ouverts. Ne dis pas tout de suite. Merci à tous les quatre, une fois de plus, d'avoir porté des éclaircissements à tout ce qui se passe là. On a terminé sur cette gifle du numéro 2 de M. Mélenchon. Merci, maître. Merci, Michel. Merci, Charles. Merci, Bertrand. Passez un excellent week-end. À vous aussi chez vous. Passez un excellent week-end et à très vite sur Zouk TV. Bye bye.